Hello à tous, comment ça va? Aujourd'hui, petite pause dans la série de vidéos sur le monde du jeu, mais il y a du lourd qui arrive. Juste, on va un peu parler de la folie, de l'actualité du moment, sachant qu'il y aura quelques vieux jeux là-dedans. Euh, voilà, on attaque sans plus tarder. Évidemment, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, allez sur la boutique Golden Meeple, le partenaire. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller sur le Ko-fi, évidemment, qui est en lien en dessous. Ça fait toujours plaisir et ça coûte juste le prix d'un café. Donc, sans plus tarder, on attaque. Ouais, j'ai une voix bizarre aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. On attaque par Mando Adventure. The Mandalorian Adventure, un jeu de Corey Konincia, le mec qui était derrière Battlestar Galactica, notamment. Et en fait, c'est censé être un dungeon crawler, plus ou moins à la Gloomhaven, dans l'univers de Mandalorian. Pourquoi je dis plus ou moins à la Gloomhaven? Parce qu'il y a le côté dungeon crawler et il y a le côté que moi j'aime beaucoup, qui est que la map est le livre en fait, donc il n'y a pas de map à installer. Donc ça déjà, on est sur un premier très très bon point. Mais en fait, mécaniquement, ça ressemble plutôt à tout mais Death May Die, mais avec une part assez stratégique que j'aime beaucoup moi sur les actions. En fait, quand tu sélectionnes une carte de ta main, tu la mets dans l'action que tu vas faire. Et tu vas la faire d'autant que le numéro de ta carte. Ok, bon là c'est logique. Donc imaginons tu as posé une carte de niveau 3, bah, tu te déplaces de 3. Sauf que tu l'empiles avec les cartes déjà présentes dans la colonne d'action. Et si tu arrives à 5, tu vas déclencher des actions des ennemis. Et si tu dépasses les 5, tu vas en plus déclencher un malus lié au scénario. Donc il y a vraiment ce truc de calcul, de prise de risque, de là on peut se permettre de prendre le risque, j'ai besoin de faire une grosse action, je vais dépenser les 6, j'y vais. Ou il faut absolument qu'on reste à 5, voire qu'on ne dépasse pas les 5 et qu'on fasse une plus petite action. Moi j'aime beaucoup cette mécanique de prise de risque. Et après vraiment sur les règles de combat et tout est assez simple, et c'est pas plus mal. Les mots-clés et tout sont plutôt simples. C'est évolutif, donc au fur et à mesure des scénarios, il y a des trucs un peu plus... il y a des règles un peu différentes qui évoluent, tout ça. Bon, vous connaissez le principe. Mais vraiment, moi, c'est cette mécanique de base que j'aime beaucoup. Et le fait que le jeu soit vraiment très simple à installer, à jouer, on est vraiment sur un jeu facile d'accès, mais tactique. Petit souci, il y a que 4 scénarios. Donc ça se fait assez vite. Et la symétrie est pas hyper présente, c'est-à-dire que tu vas jouer des persos, des scénars au fur et à mesure, sachant que tu peux évidemment prendre des persos qui sont censés être sur d'autres scénars, voilà, si t'as envie de suivre la série ou pas. Mais la symétrie est pas ultra prononcée, moi j'ai trouvé. Tu débloques des trucs au fur et à mesure des scénarios pour ton deck aussi, ça c'est pas mal. Mais pourquoi que 4 scénarios? Pourquoi il n'y a pas déjà d'autres choses là de suite maintenant? Je sais pas qu'est-ce qui est prévu sur la suite, mais c'est vrai que 4 scénars, c'est assez frustrant. Du coup, ils compensent par le fait que t'as des modes trade, des machins comme ça. Bon, moi, je trouve que ça se prête pas bien au jeu, surtout moi, j'y joue à 2, donc le jeu tourne très bien à 2. Mais voilà, si vous aimez bien l'univers Star Wars et l'univers Mando surtout, et que vous aimez ce genre de jeu, voilà, vous n'êtes pas parti sur des centaines d'heures à la Gloomhaven, là clairement on est sur moins de 10 heures, mais ça marche vraiment bien, je trouve. J'espère juste qu'ils vont étendre un peu le truc, mais voilà, c'est quand même un peu dommage que ce soit si court, c'est aussi assez peu cher, je crois que c'est entre 30 et 40 balles. Donc voilà, si vous avez envie d'initier des gens à ce style de jeu, et qu'ils aiment bien Star Wars en plus, pour moi c'est vraiment la porte d'entrée idéale. Parce que c'est simple et tactique en même temps, et vraiment, t'as toutes les bases de lignes de vue et tout, qui sont vraiment claires, les scénars sont très limpides aussi, donc voilà, mais le problème, c'est que si vous voulez partir sur beaucoup d'heures de jeu, bah c'est pas le bon jeu, clairement. Donc, on va beaucoup enchaîner aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de jeux, je tiens à le préciser, donc ça va aller très très vite. Ark Nova, Map Pack 2, donc là, bon, bah, clairement, c'est le plus gros jeu de la Finlande, évidemment, vous me connaissez. Il y a il y a 5 nouvelles maps en fait. Il y a 4 nouvelles maps asymétriques. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que sur le dos de chacune de ces 4 maps, t'as une map unique qu'ils appellent la map tournoi.
J'étais un peu sceptique sur cette map, donc ça permet de jouer la même map en même temps. J'étais un poil sceptique sur ça là, et en fait, c'est une bonne surprise, elle est vraiment bien. Est-ce qu'on va la voir là dans les trucs? Donc ça, c'est une des premières maps asymétriques. Alors, je trouve qu'il y en a deux. Il y en a une un peu ratée, une demi-réussie, deux plutôt réussies, une très forte, et la map tournoi, je trouve très réussie. On va faire un peu le récap. Pour moi, c'est la map ratée. Ça, là, déjà, il y a des bonus, ils sont incompréhensibles. Genre le bonus de la vague, là, incompréhensible. T'as pas l'impression que c'est un bonus. Le bonus du shark, pourquoi pas sur le terrain, sur la map, d'avoir ça, c'est assez rigolo. Pourquoi pas. Mais bon, vous voyez, les bonus sont pas ouf. T'as 5 d'argent là, 1 de répute là. Bon, tu te dis, la map doit être forte ailleurs. En fait, le principal truc de la map, c'est que tu vas aller chercher dès le début un sponsor personnage, et à chaque fois que tu vas débloquer un assistant, tu vas aller diguer un nouveau sponsor personnage. Donc, ça peut être très bien, comme ça peut être très nul, tout simplement. Et t'as un bonus de revenus là-dessus qui te permet de poser ces sponsors personnages gratos, ce qui est sur le papier assez fort, mais du coup, encore une fois, il faut avoir les bons sponsors personnages, parce que des fois, ils sont complètement craqués. Donc voilà, je dirais que c'est du moitié-moitié. Il y en a des vraiment bien, sachant que les meilleurs ils demandent de retourner sponsor niveau 2. Donc faut l'anticiper, ça aussi. Des fois, pareil, t'as le bon sponsor, mais t'as pas encore pu retourner sponsor niveau 2. Ça se goupille souvent assez mal. Dites-moi si vous, ça a été assez réussi de votre côté, mais je pense qu'ils auraient dû compenser cette part d'aléa par des bonus un peu plus forts sur le plateau principal. Puis on comprend pas le rapport avec les bonus de vague et de shark. Là, t'as vraiment l'impression que c'est le dernier plateau qu'ils ont fait. Moi, celui-là, j'aime pas trop le jouer. Il est vraiment trop aléatoire. Ensuite, alors celui-là, c'est lequel? Ah oui, celui-là, c'est celui que je mets dans les intéressants. Pourquoi? Alors déjà, il y a un nouveau truc qui est que maintenant, pour débloquer du niveau 2, il faut un partenaire zoo et une université, au lieu d'avoir 2 universités ou 2 partenaires zoo. Donc ça crée une dynamique assez différente qui est plutôt agréable. Et ce plateau est d'autant plus atypique que à la fois ici et à la fois ici, tu peux ramener un ouvrier. Ça peut être très fort, comme ça peut être ne pas bien se goupiller et tout. Donc le plateau est vraiment, je pense que c'est le plateau le plus dur à jouer, mais qui a le plus gros part de skill et reward en même temps, parce que quand t'arrives à ramener ton ouvrier sans débloquer eux, t'arrives à le ramener assez tôt, ça peut être très très fort, notamment typiquement avec la carte de construction action qui te permet de construire sur les rochers. Typiquement, là, tu peux aller très très vite le chercher, et là, ça permet de faire 2 actions en un tour. Boum, tu vas chercher ton université. Boum, tu construis. Boum, tu poses ton partner zoo. Tu as déjà une carte retournée. Mais même sans ça, il y a des moyens d'y accéder relativement rapidement, même si vous voyez, il y a des trucs niveau 2 autour. Donc, c'est pas spécialement évident, mais des fois, il y a des moyens de vraiment bien le poser, genre... au moment où tu as un objectif niveau 5, boum, tu as retourné ta carte niveau 2, boum, tu vas rechercher un ouvrier, et ça te permet d'aller chercher les 5 d'argent au lieu d'aller débloquer l'ouvrier. Donc ça permet de vraiment faire des plays assez rapides au début. Son autre pouvoir aussi, c'est ce symbole-là, qui permet de mettre des cartes de côté et de gagner des revenus. Donc ça permet de mettre un éléphant ou un gros tigre de côté, par exemple. Et en plus, ça te permet de gagner des revenus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et autre particularité du plateau aussi, c'est que tu peux débloquer tes 5 cartes niveau 2, parce qu'il y a ici et ici, comme d'hab, sur la répute et sur les points de conservation. Donc tu peux débloquer les 5 cartes. Sauf que c'est un peu plus dur, parce que là, celui-là, on va dire, c'est le facile. Celui-là, avoir le deuxième ouvrier, c'est pas forcément le plus simple, surtout que c'est anti-synergique avec le fait de les ramener. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Et puis, il y a ici, pareil, ça coûte quand même plus cher. Donc voilà. En fait, le plateau a vraiment un skill très très élevé. Pour moi, c'est le plateau le plus skillé du jeu. Mais tu peux avoir une très bonne récompense et des plays assez créatifs là-dessus. Donc moi, je l'aime beaucoup, je le trouve très intéressant. Mais des fois, c'est vrai que ça se goupille pas forcément ultra bien. Mais il a plein de trucs très intéressants. Celui-là, pour moi, c'est le plateau craqué de l'extension. Clairement, il est archi fort. C'est ouf. Je comprends pas pourquoi ils sont pas rendus compte que c'était fort. Déjà, tu commences gratos avec un enclos de niveau 2. Ok. Ensuite, quand tu remplis cette zone, t'as 3 d'argent immédiat plus 3 d'argent de revenu. Tu remplis cette zone, t'as 1 de répute immédiat plus 1 de répute de revenu.
Donc autant dire que tu as envie de démarrer sur une de ces deux zones, moi plutôt la répute en général. Pareil avec les tickets et pareil avec Hunter. Bon, ça évidemment, c'est le truc que tu fais en dernier, tu t'en fous de ça. Mais voilà, il est assez facile à construire parce que tu as de l'eau et de la montagne partout. Tu peux si tu as des sponsors qui posent sur le plateau, ça peut se remplir vraiment très très vite. En plus, voilà, cet enclos gratos à 2, donc évidemment, tu démarres à partir de cet enclos, mais c'est pas vraiment une contrainte. En plus, sur l'université, tu as les 2 points là. En plus, là, tu peux aller chercher un meilleur objectif. Bon, voilà, il a tout pour lui, très clairement. C'est le meilleur plateau, c'est un des meilleurs plateaux du jeu, sans aucun problème. C'est probablement le meilleur plateau du jeu une fois qu'on a fait les correctifs des plateaux de base. Je sais pas si vous savez, il y a eu des correctifs sur BGA. On ne sait pas s'ils sont censés les imprimer, ces plateaux-là. Mais en fait, c'est des correctifs sur les plateaux de base. Moi, perso, je les ai imprimés et je les ai collés par-dessus. Et ça rééquilibre vraiment les plateaux de base. Ça change complètement la dynamique. Même le lac d'argent est à nouveau jouable. Donc voilà. Et celui-là, une fois qu'on a appliqué les correctifs, je dirais que celui-là, c'est probablement le plateau le plus fort, du coup. C'est pas aussi craqué que le lac d'argent version 1, mais c'est vraiment très très fort. Ensuite, celui-là que je mets dans les moyens, une mécanique assez intéressante qui est que quand tu vas sur ces trucs-là, tu débloques des petits cubes que tu mets ici. Et en fait, au fur et à mesure, tu remplis ces cubes, ça te fait automatiquement des actions plus fortes. Par exemple, quand tu as rempli 1 et 2, toutes tes actions 1 et 2 sont de niveau 3. Donc situationnellement, c'est pas mal, mais ça devient plus intéressant à partir de là quand tu as rempli ici. Tes actions de niveau 4, elles sont 5, et après, tes actions de 4, elles peuvent être jusqu'à niveau 6. Donc là, ça devient intéressant, mais c'est quand même assez loin à débloquer parce que, vous voyez, sur le plateau, c'est les deux opposés. Plus ici. C'est pas spécialement évident. En plus, malheureusement, les 2 points sont sur le partner zoo, donc c'est pas là où on aime bien. On préfère sur l'université, évidemment. Par contre, il y a des bonus pas mal, un petit peu partout. Et puis, il y a ce bonus, moi, que j'aime bien, qui permet d'aller piocher un objectif et d'en défausser un. Donc, potentiellement, totalement gratos, ça peut te permettre d'aller choper un meilleur objectif. Plutôt pas mal. Et là, nouveau bonus, tu vas chercher tous les animaux de la rivière. Ça m'a jamais servi, parce que c'est évidemment hyper circonstanciel, mais de manière très circonstancielle, ça peut très bien marcher. Moi, je le mets dans les moyens. Et après, le plateau tournoi, que je trouve vraiment très bien, très équilibré, en fait, bizarrement. T'as un peu 5 d'argent partout, t'as le sponsor, donc là, c'est assez classique. Pareil, il y a la nouvelle mécanique pour débloquer du niveau 2, il faut un de chaque. Plutôt pas mal. Nouveauté aussi, tu débloques tes ouvriers, tu gagnes de la réputation, parce qu'il n'y en a pas sur le plateau, donc la réputation, tu la gagnes ici, et tu peux la gagner potentiellement ici. Donc elle se monte quand même assez vite. Par contre, le pouvoir un peu unique du plateau, je m'en sers jamais, c'est qu'au lieu du snap, tu vas prendre une carte de ta répute et tu as ce pouvoir qui fait que tu peux défausser des cartes pour augmenter tes valeurs de cartes d'action de plus 1. Ça m'a pas servi très souvent, je crois que je l'ai littéralement jamais fait. Après, j'ai dû jouer 4 ou 5 fois, mais je l'ai jamais fait. Mais voilà, bonne surprise parce que le plateau est vraiment agréable et du coup, je trouve ça agréable aussi. Je sais que c'est possible sur BGA, mais en réel, ça l'est pas. De jouer sur le même plateau et de se dire, ok, au moins ça se joue pas sur cette asymétrie-là. Moi, je trouve ça pas mal, je trouve ça assez agréable. Et du coup, c'est marrant parce que tu peux comparer avec l'autre aussi, quelles ouvertures tu fais, sur quoi tu pars, tout ça. Donc, moi, je trouve ça très agréable. Donc voilà, évidemment, map pack indispensable, avec une petite réserve sur la map que je trouve un peu trop fort. Je comprends pas comment ils s'en sont pas rendus compte. Vraiment, tu t'en rends compte dès la première partie à quel point c'est fort. Déjà, avoir un revenu de réputation qui est relativement simple à débloquer. Bon, ben voilà, même les revenus 3 d'argent, ça fait quand même pas mal le café. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne sur Patchwork. Oui, c'est un vieux jeu, mais en fait, là, c'est pas la bonne boîte. Il y a une nouvelle édition, là. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Je crois un peu de matos. Je crois qu'ils ont changé les pions, la gueule de la boîte, et ils ont rajouté un mode solo. Mais moi, j'avais jamais joué à ce jeu. Et je comprends du coup les lubies de Uwe Rosenberg pour les tuiles dans les Eurogames après, parce qu'il y a eu ça avant. C'est vraiment très bien. Ça me fait penser à... merde, comment il s'appelle? Le jeu de tuiles d'Alexander Pfister. J'ai perdu le nom. Isle of Sky, voilà. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser... Pourquoi ça m'y fait penser en termes de game design? Parce qu'en fait, il y a une approche un petit peu d'Eurogamer
sur un jeu familial simple de pose de tuiles. Et là, le twist que je trouve absolument génial, c'est qu'en fait, déjà, en fait, il y a une espèce de pion qui se déplace et tu ne peux prendre qu'une tuile tu ne peux prendre qu'une tuile parmi les 3 prochaines. Mais l'idée absolument géniale, c'est qu'il y a 2 ressources en fait. Il y a les boutons, donc il y a un peu l'argent en fait, et il y a le temps. Et en fait, les tuiles, elles ont tous une valeur en temps et en boutons, et il y a cette espèce de phénomène d'optimisation de j'ai beaucoup de boutons, je vais aller chercher des trucs qui demandent pas beaucoup de temps, parce qu'en fait, plus tu avances dans le temps, plus tu te rapproches de la fin de la partie, et donc plus la partie va se finir pour toi. Sachant qu'en plus, il y a une mécanique un peu comme sur les rondelles, où plus tu es derrière, plus tu continues à jouer. Donc si quelqu'un est derrière toi pendant 2-3 actions, bah, il continue de jouer. Et en plus de ça, du coup, les tuiles, elles ont potentiellement des revenus en bouton. Parce que sur ta tuile de piste de temps, là, qu'on va voir peut-être ici, non, on la voit pas ici. Je sais pas où on va la voir. Ici, voilà. Non, bah non, toujours pas. Bref, il y a une tuile de piste de temps. Et au fur et à mesure que tu avances, ça va déclencher tes revenus de boutons. Donc, en fait, t'as un peu une réflexion assez soft, mais d'Eurogame, un petit peu comme la gestion de l'argent dans Isle of Sky. Là, t'as vraiment la gestion du temps et de tes revenus, que je trouve hyper intéressante. Et en plus de ça, évidemment, il y a le placement. Donc, plus tu places des tuiles, moins t'as de points négatifs à la fin. Et il y a une espèce d'objectif commun qui est de faire du 7 par 7. Le premier qui fait un carré de 7 par 7, il va gagner 7 points, ce qui est assez significatif. Surtout que c'est un jeu à 2, donc c'est pur duel. Bah, ça marche hyper bien. J'aime beaucoup. Moi, je suis pas un grand fan, comme vous savez, des jeux de construction. Mais là, le fait que ce soit... Déjà, la construction, elle prend pas une place de ouf. Mais elle est quand même là parce qu'il y a vraiment cette optimisation des formes et tout. Et il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui est rentable pour moi, est-ce que j'ai besoin des revenus, est-ce que j'ai les moyens de payer ça, est-ce que je vais payer plus cher en temps pour payer moins cher en boutons et cette forme elle me convient bien, ou est-ce que je vais payer très cher parce que cette forme me convient particulièrement. Voilà, il y a toutes ces réflexions, je trouve ça hyper malin, hyper bien fait, c'est très simple, ça s'explique en 2 minutes. Voilà, je comprends pourquoi il y a une réédition, c'est un immanquable. Faut absolument jouer à ça. Même si t'es game designer, en fait, il faut jouer à ce genre de choses parce que ça permet de voir à quel point une base solide de game design avec les bonnes idées au bon endroit permet de pousser un jeu qui va durer pendant 10 ans, en fait, quoi. Donc ça paraît simple comme ça, mais ça l'est pas du tout parce qu'il faut les trouver, ces idées-là, et surtout que, bah, du coup, là, on se retrouve dans un monde où beaucoup de ces idées ont déjà été trouvées. Mais voilà, c'est là que c'est à ce genre de truc que tu reconnais la marque des grands game designers, quoi. Ensuite, Res Arcana Duo. J'aime beaucoup Res Arcana et j'étais assez curieux du duo. Alors, j'aime beaucoup Res Arcana, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué. Pourquoi? Parce que c'est un peu un jeu que je jouais beaucoup avec mon ex il y a 3 ans, je dirais 3-4 ans, un truc comme ça. Et du coup, bah, une fois que la rupture est là, bah, du coup, comme t'as assimilé vachement ce jeu à cette personne-là, bah, du coup, t'y joues plus trop. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je sais pas. Mais je pense que ça fait ça pour beaucoup d'entre nous. Il y a des jeux qu'on associe vraiment à des personnes et quand on est plus avec cette personne, bah du coup le jeu il tombe un peu en désuétude parce qu'on n'a plus la bonne personne pour y jouer. Mais du coup, là, il y a Res Arcana Duo, c'était la bonne occasion de se dire, ok, je vais m'y remettre avec cette version Duo qui est une version standalone, mais qui aussi sert d'extension pour le gros jeu. Le gros jeu, je mets des guillemets. Alors, déjà, je vois Res Arcana Duo, je me dis pourquoi Duo alors que le jeu de base, pour moi, c'est déjà un jeu duo quasi à 100%. Jouer à 4 à ce jeu, ça n'a aucun intérêt, peut-être à 3 éventuellement, mais moi, je trouvais vraiment que c'était un jeu duo. Eh bien, en fait, c'est une espèce de version minimaliste. Il y a que 16 cartes, donc 8 cartes chacun. Donc ça veut dire qu'à toutes les parties, on va voir toutes les cartes. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. Pareil, il y a assez peu de lutte de puissance, tout est miniaturisé, ça rentre dans une petite boîte, c'est exactement la même chose, les artefacts sont quasi les mêmes. Donc il y a des nouvelles cartes, il y a des nouveaux lieux de pouvoir, il y en a assez peu, des nouveaux monuments, il y en a assez peu aussi. En fait, c'est une espèce de version minimaliste d'entrée pour le jeu, et puis surtout pour pouvoir le déplacer, parce que du coup, la boîte pour le coup est vraiment petite, et ça, c'est très très agréable. Mais voilà. Si vous dosez déjà le jeu de base, vous pouvez le prendre comme extension, mais vous n'avez pas le joué qu'à celui-là, très clairement. Par contre, si vous n'avez pas Res Arcana de base, allez-y, foncez, parce qu'il est vraiment... le fait que ça rentre dans une petite boîte,
et que c'est une bonne carte d'accès, c'est vraiment bien. Euh, voilà. Après, en tant qu'expansion de jeu de base, je sais pas si ça a un réel intérêt. Évidemment, quand on adore le jeu, on a envie de tout avoir. Mais mécaniquement, ça rajoute pas des trucs fondamentalement ultra différents. Il n'y a pas de nouvelles mécaniques à proprement parler d'ailleurs. Pas de nouvelles ressources. Voilà, c'est toujours aussi bien. C'est une très bonne porte d'entrée et c'est une très bonne version de voyage. Voilà, on peut le dire comme ça. Et c'est toujours aussi bien, Raz Arcana, c'est vraiment bien. Star Wars, The Deck Building Game, la nouvelle boîte. Pareil, là, je suis un petit peu surpris. Moi, je pensais que la stratégie du jeu allait être de faire des extensions sur le jeu de base. Et ben, pas du tout. En fait, ça, c'est une nouvelle boîte qui se joue complètement différemment du premier jeu, avec de nouvelles factions. Et bien, elle est bien. Elle est bien pour plusieurs raisons. Moi, je conseille, si vous n'avez pas la première, de prendre ça là. Le truc, c'est que pour moi, c'est moins iconique, parce que moi, je trouve ça quand même plus fun, Luke versus Vador. Là, on est sur la guerre des clones, qui est un truc qui me parle beaucoup moins, personnellement. Je crois que c'était qu'un anime, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas les sagas canon des films, on va dire. Mais on connaît quand même des persos. Il y a Obi-Wan, tout ça, qui était plus jeune. Le truc, c'est qu'en termes d'équilibre, je la trouve bien plus judicieuse pour plusieurs raisons. Il y a plus de cartes neutres qui sont plus intéressantes. Les cartes à bas coût sont mieux et les cartes à haut coût sont moins bien. Ce qui fait que le jeu se joue beaucoup moins comme la première version, qui était pour moi un gros problème quand tu avais quelques parties sous le coude. Qu'au bout d'un moment, c'était qui chope Luke, qui chope Vador, qui chope Jabba, et point barre, en fait. Qui chope la grosse carte, qui va être complètement game breaker, et à chaque fois qu'elle va sortir, ça va être n'importe quoi. Donc le but était de choper les grosses cartes, épurer son deck, et voilà, tu roulais sur le jeu. Là, pour le coup, le jeu est plus complexe sur les combos. Il y a beaucoup plus de synergie entre les cartes. Si j'ai un séparatiste là, ça va faire tel effet et tout. Donc, il est plus calculatoire. Il est un peu plus long. Il est aussi plus long parce que du coup, comme j'ai dit, les cartes ont des effets moins débiles, notamment les grosses cartes. Donc, du coup, il est un peu plus long. Il est un peu plus construit. Moi, je le trouve mieux du coup parce que vraiment, il a une dimension beaucoup moins débile que le premier. Et je trouve ça assez intéressant parce que les grosses cartes sont quand même cool, mais voilà, elles ont pas à la fois plein de ressources, plein de force, plein d'attaques, et en plus un effet complètement craqué. Ils ont équilibré un petit peu tout ça, ce qui les rend quand même mieux, évidemment, mais pas complètement fumé, game breaking. Donc voilà, c'est la version pour moi améliorée de la première boîte. Si vous avez la première boîte et que vous aimez beaucoup, moi je vous conseille d'y aller. Si vous n'avez pas la première boîte, je vous conseille d'aller sur cette boîte-là. Voilà. Et ça reste toujours très bien. Superstore 3000, c'est chez qui ça? Ah oui, Space Cowboy. Déjà, moi j'aime beaucoup la thématique. Je trouve ça très rigolo, cette espèce de délire de supermarché du futur avec des extraterrestres, ça a le côté un peu anime, cartoon, là, Cartoon Network là, des années 80. J'aime beaucoup ce délire-là. Et en fait, tu vas construire ton mall. Et tu vas construire ton mall comment? En fait, tu vas empiler des tuiles au fur et à mesure en les draftant dans une espèce de rivière. Évidemment, plus elle est haute, plus tu vas la payer cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que ça? Eh bien, en fait, ouais, si. Le gros truc intéressant du jeu, je trouve, c'est que tu as une espèce de course à l'objectif pour récupérer des grosses tuiles à traction débiles comme ça, qui vont à la fois faire des points et te créer des formes débiles dans ton pattern pour monter les étages et tout. Donc ça crée des formes complètement ridicules là comme ça. Et en plus de ça, tu vas récupérer aussi des clients qui vont des tuiles à entrée qui ont des clients dessus, qui vont aller dans des zones, dans des bâtiments de différentes couleurs. Donc ça, sur ce coup-là, c'est très simple. Et à la fin, tu as les majos sur qui a fait le plus de clients. On perd un peu de lumière. Qui a fait le plus de clients. Donc il y a une majo là-dessus. Qui a le plus de bâtiments bleus qui forment un même pattern. Bâtiment vert, bâtiment jaune. Et puis les points sur les attractions. Globalement, c'est ça. Il y a quelques petites tuiles en plus qui font des points, mais assez peu. Et voilà.
Bah, c'est assez agréable. Moi, j'aime bien la mécanique de draft et tout, est vraiment cool. Les attractions et la DA, ça colle vraiment bien au jeu. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est vraiment le côté complètement aléatoire de la sortie des tuiles. Et des fois, tu te retrouves avec des clients, t'arrives jamais à sortir la bonne tuile. Des fois, t'as tes adversaires qui veulent exactement le même client. Du coup, tu te les fais siphonner systématiquement devant toi avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Euh, Moi, j'aurais créé clairement dans le jeu, j'aurais créé une règle qui permet d'utiliser son argent pour aller chercher une tuile joker, tout en mettant une condition évidemment, mais genre ça coûte 4 ou 5 d'argent, faut que ça coûte cher évidemment. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une règle comme ça, parce que parfois ça fait que bah tu fais des trucs, mais tu sais pas quoi faire en fait, parce que l'action c'est soit d'aller chercher une tuile, soit d'aller virer une tuile pour récupérer de l'argent. Sauf que des fois, en fait, tu récupères de l'argent, plus il y a de tuiles de la même couleur dans la colonne, plus tu récupères d'argent, et des fois, t'as que 1 ou 2 d'argent à récupérer, et ça change pas grand chose. Et des fois, tu fais ça pendant 2 tours d'affilée, 3 tours, parce qu'il y a rien qui t'intéresse. Après, ils ont compensé ça par le fait que tu peux avoir des extensions de ton niveau 1 en ayant des tuiles de couleurs différentes. Ouais, ok, mais je trouve ça dommage quand même. Parce que pareil, des fois, t'as plein d'argent pour pas aller chercher les tuiles dont t'as besoin. Donc, du coup, je trouve ça dommage de pas avoir une espèce de fonction de joker de l'argent. Je pense que ça peut être une variante assez facile à créer. Il faut juste que ce soit limité. Qu'il faut pas que tu puisses le faire plein de fois, ou je sais pas, t'es 3 joueurs, il y a 3 tuiles joker, et il y a que ces 3 tuiles, je sais pas. Et ça coûte 5 d'argent, par exemple. Mais je pense que c'était assez facile à trouver, et ça aurait enlevé une petite frustration, moi, qui me dérange un petit peu là-dedans. Et j'ai joué avec des joueurs casus là-dessus aussi, et ils ont eu cette sensation aussi, des fois, d'avoir des moments où ils faisaient rien, ils faisaient des trucs qui servent à rien. Je pense vraiment que ça aurait pu servir, ça. Donc voilà, j'appelle Space Cowboys à créer une variante officielle là-dessus. Je pense que ça serait cool. Sinon, le jeu, au-delà de ça, est plutôt agréable. Si vous aimez les jeux de construction un peu casu, un peu débiles comme ça, avec une rivière, je trouve que ça marche bien. Donc voilà, ça réinvente pas la roue, mais la partie attraction, hein, objectif sur les attractions marche vraiment bien pour le coup. Et ça crée vraiment des trucs assez rigolos dans ta création. Donc voilà, si vous aimez la thématique et ce côté un peu goofy, pareil, en termes de matos, il y a quand même un truc à souligner, c'est que les clients, c'est des petits meeples en plastique avec des extraterrestres, des chiens, des trucs complètement débiles dedans. Donc ça marche vraiment bien. Évidemment, les gens qui aiment ce genre de jeu vont sélectionner les clients qu'ils veulent comme ça, alors qu'évidemment, ça n'a aucune incidence sur le jeu. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et voilà, on a fait le tour. Ah non, on n'a pas fait le tour. Il reste dossier criminel, le secret des Yakuza. Donc ça, c'est le dernier dossier criminel. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Je crois que j'en avais parlé une fois sur la chaîne. Là, j'ai reçu celui-là. Alors déjà, le thème, évidemment, me parle à 200%. Je trouve qu'ils ont fait un taf assez ouf sur le matos en tant que tel. Je trouve ça vraiment très très cool. Il y a des cartes, il y a des journaux, il y a un taf en fait de création de DA qui est vraiment très très cool. Il y a beaucoup de matos, il y a la carte du métro de Tokyo, il y a une appli évidemment par lequel tu dois aller remplir des trucs pour aller débloquer tes nouvelles enveloppes. Globalement, c'est beaucoup des endroits où tu dois aller avec le métro de Tokyo, mais il y a un petit truc de hacking, je vous en dis pas plus. C'est dommage je trouve ça assez cool, c'est dommage que ce soit qu'une seule fois dans l'enquête, mais voilà, je vous en dis pas plus. Alors, narrativement, c'est vraiment le grand classique de guerre de clans des Yakuza qui marche toujours vraiment bien. Je trouve que c'est hyper agréable à suivre le truc, à débloquer les nouveaux matos. Il y a beaucoup d'infos, mais je trouve que c'est globalement plutôt bien structuré et tout. J'ai juste un petit reproche, c'est que sur la résolution de fin, je trouve qu'il manque un document. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé à la fin et on avait 80% des bonnes intuitions, on avait recollé les bons trucs, il nous avait juste manqué un truc
qu'on a dû recouper à un moment et on l'a trouvé. Sauf qu'il y a un truc qui nous a mis un énorme doute à un moment, parce que je pense qu'il manque un document. Je peux pas en dire plus sans spoiler, mais ça concerne une détective et une rencontre avec un chef de clan. Et ça concerne surtout une timeline où il y a eu un meurtre à un moment. Et en fait, il s'est rien passé entre ce moment-là et un autre moment où quelqu'un est censé... Ah, je vais spoiler en fait, on ne dit plus, mais en tout cas, il y a un problème... Enfin, il y a pas un problème. Il y a un truc qui nous a vraiment perturbé sur la timeline, sur une enquête, où tout d'un coup, pourquoi, on ne sait pas pourquoi, il y a eu une avancée du détective sur une enquête, alors que moi, je pensais que c'était réglé depuis longtemps. Donc du coup, ça m'a complètement confus sur la timeline, et du coup, je commençais à tout revoir, à me dire, mais non, mais c'est pas lui et tout. Donc voilà, moi il y a juste ce petit truc, s'il faut, vous, ça va pas vous déranger, mais ça m'a un peu frustré à la fin. Mais sinon, au-delà de ça, je trouve que vraiment l'enquête, je trouve ça ultra bien foutu. Pareil, ça utilise les termes japonais et tout, des clans Yakuza et tout, c'est mortel. La personne, là où la personne, ou les personnes qui ont fait ça sont vraiment des bonnes connaisseuses de ce dossier-là. Donc moi je vous conseille vraiment... à 30 balles, faites-vous une soirée entre potes, plutôt pour amateurs du Japon, du coup. Moi, j'adore ça. Bonne enquête polar japonaise, et surtout, vraiment, les 30 balles, tu les paies vraiment sur la profusion de matos et le taf qu'il y a eu de création graphique de tout ça. Et les énigmes sont pas... En fait, les énigmes, c'est vraiment de la logique de lecture des documents et tout. Il n'y a pas d'énigmes hyper tarabiscoté que tu peux avoir sur les escape games et tout. Moi, je préfère ce style d'énigme de recoupement d'informations que tu as dans des documents et tout. Moi, je préfère ce genre de choses. Donc, moi, ça me parle beaucoup plus ce genre d'enquête que parfois les unlock, où des fois, je trouve ça un poil tiré par les cheveux pour moi, même si j'aime beaucoup unlock aussi. Mais voilà, ça c'est vraiment une expérience pour moi. Tu payes 30 balles, t'invites des potes et tu crées une soirée autour. Limite, t'as tout je sais pas, t'es à 4 et tu te cotises à 4 pour la payer, puis après tu la revends éventuellement. Mais voilà, ou tu la passes à d'autres potes. C'est vraiment un truc pour moi qu'il faut faire passer en fait. Et tu te cotises à plusieurs pour l'acheter en fait. Mais ça vaut vraiment le coup pour le coup. C'est une belle expérience et ça marche vraiment bien. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous aimez ce genre de choses, si vous aimez les enquêtes, je trouve que là, j'en avais fait une autre, et je trouve que ça là, tu sens qu'il y a un niveau de maturité supplémentaire, ça m'a assez surpris. Donc voilà, je vous la conseille très vivement. Et voilà, on a fait un tour d'horizon pré-Noël. Je pense qu'il y aura une autre grosse vidéo encore sur certains jeux que je suis censé jouer dans pas très longtemps. Mais sinon, il y a du très lourd qui arrive sur le monde du jeu. J'ai une interview très très lourde avec Frédéric Henry, le boss de Monolith. Alors là, c'est la plus grosse vidéo de la chaîne, à tous les niveaux, je crois, parce que là, vraiment, elle est à la fois longue, instructive, et pour le coup, il parle de vraiment tout, et c'est vraiment un puits de science, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans le milieu, que sur certains points très spécifiques, c'est un énorme puits de science. Donc moi, à titre personnel, en tant qu'intervieweur, j'ai vraiment kiffé l'interview. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. J'ai encore appris des nouveaux trucs après toutes ces vidéos. J'ai encore appris des nouveaux trucs. Donc voilà, ça va. J'espère que vous allez l'attendre autant que moi. Je pense que ça va être du très très lourd. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, évidemment. Je vais essayer de retrouver ma respiration après cette vidéo et tous ces jeux. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.